soleil, ça fait du bien. T'as raison Sandrine, c'est un bonheur cette chaleur, c'est génial. Mais les filles, qu'est-ce que vous faites ici? On se bronze quoi? Mais vous n'êtes pas à la plage ici, vous êtes à l'île aux serpents. Quoi? Eh bien bonjour à tous, puisque nous sommes ici, nous allons en profiter pour aller découvrir les reptiles. En attendant, on vous laisse découvrir notre sommaire. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde merveilleux des serpents et des lézards. Sandrine partira tout d'abord à la rencontre des couleuvres en compagnie de Thierry. Elodie s'intéressera ensuite aux geckos, ces petits reptiles aux formes et aux couleurs intrigantes. Puis nous retournerons auprès des serpents avec Sandrine qui s'invitera chez les pitons et les boas. Avant de retrouver d'autres sortes de lézards qu'Elodie détaillera avec Guillaume. Elodie, regarde! Elodie! Ah, j'ai perdu Elodie, je suis toute seule. Ah, bonjour! Bonjour. Je suis toute seule avec les serpents là. Ah, vous inquiétez pas, je vais vous guider. Je suis le directeur ici, je m'appelle Thierry. Ah, ouf! Vraiment, j'avais peur. Hein. Je me suis retrouvée toute seule, je savais pas quoi faire. Ah, mais il n'y a aucun problème. Bon. Bon, suivez-moi, je vais vous présenter les couleuvres. D'accord. Alors là, on est avec le serpent taureau. C'est un serpent assez agressif. Alors, oui, qui n'a pas obligatoirement bon caractère. Il faut faire attention avec. C'est des animaux qui peuvent être assez vifs. Alors le serpent taureau, on l'appelle comme ça, pas parce qu'il est puissant comme un taureau, mais parce qu'il souffle comme un taureau énervé. Mais alors pourquoi il souffle? Pour intimider son prédateur ou son agresseur, et qui peut avoir peur et s'enfuir. Voilà, c'est de l'intimidation. Alors lui, il a une petite tête. C'est parce que c'est un fouisseur, il va chercher un petit peu... Tout à fait, il a la tête en plus très pointue, donc il va être profilé pour aller dans des terriers, pour aller chasser sa nourriture qui va être à base de rongeurs principalement. Et c'est un serpent qui vient d'où? D'Amérique du Nord. Thierry, le serpent taureau s'est enfui, mais alors qu'est-ce que vous cachez dans vos mains? Un serpent roi de Californie, un animal donc qui vit en Amérique du Nord, en Californie, qui est très apprécié des Américains, surtout parce qu'il mange d'autres serpents, il mange des crotales, donc le serpent à sonnette, et aussi d'autres serpents comme les couleuvres, mais c'est un serpent ophiophage. Donc ce serpent, c'est une couleuvre. En France, on a des couleuvres. Il y a donc 8 espèces de couleuvres et 4 espèces de vipères, ou 5 en fonction, mais principalement 4 espèces de vipères. Alors comment on reconnaît une couleuvre d'une vipère? Alors différentes choses. Alors déjà, sur le dessus de la tête, là on voit très bien, il y a 9 grosses écailles au-dessus de la tête. Alors ça c'est très facile à voir, mais encore plus facile la taille. En France, un serpent qui fait plus de 90 cm, c'est obligatoirement une couleuvre. Les vipères atteignent moins de 90 cm, donc déjà visuellement c'est très facile. Après on peut se rapprocher un peu, si on a un animal qui est très massif, c'est une vipère, alors que la couleuvre, comme on peut le voir, a un corps très longiligne. Tout à fait. On va laisser filer ce serpent roi de Californie pour accueillir le serpent des blés. Tout à fait. Alors le serpent des blés nous a rejoints. Pourquoi on le retrouve en captivité celui-ci? C'est une espèce qui est très facile à élever, donc qui est élevée depuis plusieurs générations. Et souvent les terrariophiles, donc les personnes qui détiennent des serpents ou autres animaux chez eux, commencent assez facilement et assez souvent par cette espèce-là. Parce qu'il n'est pas tellement agressif. Voilà déjà, et puis il est relativement facile à élever, il n'est pas très exigeant pour ses conditions de maintenance. Alors là, avec moi, j'ai un bébé, il a 1 an. Oui, un peu plus d'1 an, oui, tout à fait. Donc c'est un serpent qui est ovipare. Tout à fait. Alors expliquez-nous. Alors ils vont pondre des œufs, donc la femelle va pondre des œufs après avoir été fécondée par le mâle. Et ensuite, les couleuvres ne vont pas s'occuper du tout des petits, ni des œufs. Et donc la nature fera le reste. Donc souvent, elles vont pondre dans des amas de feuilles, des choses comme ça, ce qui va permettre de maintenir les œufs à une certaine température et pouvoir après assurer l'incubation de ces œufs. Et les petits vont naître et se débrouilleront tout seuls. La mère sera certainement très loin d'eux lorsqu'ils naîtront. Alors des œufs, on en a à côté de nous. Tout à fait. Alors ça, c'est justement un des œufs. Elle en pond combien? Alors celle-ci, on a fait jusqu'à une vingtaine, plus d'une vingtaine, quasiment une trentaine en une seule ponte. Et donc là, il y a un des bébés qui est sorti de cet œuf. Alors Thierry, après le serpent des blés, qu'est-ce que vous nous réservez? Le serpent faux corail. Ah, celui qui est rouge, noir, jaune. Oui, tout à fait. Ah, bien
bien le voilà, le serpent faux corail. Alors lui, il a presque un frère jumeau, c'est le serpent corail, sauf que lui, il est venimeux. Tout à fait. L'autre, donc le vrai corail, lui est très venimeux. Et pour le différencier, c'est relativement facile, mais il faut encore savoir ce qu'il faut regarder, les bandes. Donc celle-ci, pour le faux corail, la bande qui est plus claire ici est séparée du rouge par 2 bandes noires, alors que chez le vrai corail, la bande claire est accolée à la bande rouge. Il a des couleurs très voyantes qui sont dans la nature pour les prédateurs un signe de danger. Et après, il y a plusieurs possibilités pour le serpent. Soit il va se confondre avec son milieu en ayant la même couleur que le lieu où il vit, ou autrement il aura une couleur très voyante pour annoncer une réelle dangerosité, ou au contraire pour faire croire à cette dangerosité et protéger l'animal. Bon Thierry, je vous laisse, car je vais à la recherche d'Élodie qui a dû se faufiler quelque part, tout comme une couleuvre. Je cherche partout Élodie, mais où est-ce qu'elle a bien dû se cacher? Ah bah enfin Sandrine, je te trouve. Ah, Élodie. Je te cherche depuis tout à l'heure. T'étais où? J'étais avec les serpents. Et oui, figure-toi qu'en te cherchant, j'ai rencontré les serpents et tu savais qu'ils étaient issus des lézards. Ah oui? Comment ça? Eh bien simplement, ils se sont adaptés au fil du temps, ils ont perdu leurs pattes. Ça tombe bien que tu me parles de lézards, parce qu'en te cherchant, j'ai vu des lézards. Et d'ailleurs, il faut que je te laisse parce que j'ai rendez-vous avec les geckos. Alors toi, tu vas avec les geckos, et bien moi, je vais voir les pitons réticulés. À tout à l'heure alors. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes soigneur animalier? Oui. Alors comme Sandrine nous l'a expliqué tout à l'heure, les serpents sont issus des lézards, mais il existe aussi des lézards sans pattes. Alors des pourquoi lézards sans pattes, ces lézards sans pattes en fait sont des animaux qui ont évolué d'une certaine manière et qui ont perdu leurs pattes puisque c'est des lézards fouisseurs qui ont s'enterré dans le sol, dans les terriers. Donc ils n'ont pas forcément besoin de leurs pattes pour évoluer dans ce milieu-là. Là, on se trouve devant les geckos toqués. Oui. Donc les geckos toqués, ils ont une particularité bien précise, c'est leurs pattes, c'est bien ça? C'est des ventouses qu'ils ont à leurs pattes? Alors c'est pas tout à fait des ventouses en fait, si on regarde d'un petit peu plus près, on va s'apercevoir qu'on a des petits poils qui ressemblent un petit peu à du velcro, qui vont permettre à ces animaux de s'accrocher sur les branches, sur les rochers ou même sur les vitres. Alors pourquoi il s'appelle le gecko toqué? Alors le gecko toqué, c'est une petite déformation par rapport au cri de l'animal. C'est un animal dans la nature qui va vocaliser, qui va faire des cris, et ce cri ressemble un petit peu au mot toqué. Donc le nom est venu de là, tout simplement. Et ce gecko-là, il paraît qu'il est agressif. C'est un animal assez agressif, c'est un animal où il faut quand même éviter de mettre les doigts, parce qu'on risque de se faire mordre facilement. Il existe combien de geckos en fait? Il y a quasiment 1 millier de geckos dans le monde. Donc des espèces en général petites, des espèces très très variées qui vivent dans les forêts tropicales, qui vivent dans des zones désertiques. Donc, et le gecko toqué, est-ce qu'il fait partie peut-être des plus grands geckos? c'est l'un des plus grands geckos, il dépasse les 25 cm. Vous avez aussi le gecko léopard? Exactement, qui est un petit peu différent par rapport au gecko toqué. Donc Guillaume, vous venez de me dire qu'il n'est pas du tout agressif, donc contrairement au gecko toqué, du coup, quel est son moyen de défense dans la nature? Alors quand il est petit, il peut se défendre en vocalisant, exactement comme le gecko toqué. Il va crier très très fort. Par contre, quand il est adulte, il fait beaucoup moins cette chose-là et il va plutôt se cacher, utiliser son camouflage. Il a quelque chose de particulier, c'est que sa queue lui sert de réserve de graisse, c'est bien ça? Alors, on le voit très très bien ici, on a une queue très large et en fait cette queue très large, elle est remplie de graisse et l'animal, quand il n'a peu de nourriture, il va puiser tout simplement dans cette réserve de graisse pour pouvoir continuer à vivre. Guillaume, on a tous essayé un jour de toucher notre nez avec notre langue, vous avez essayé? Oui, oui. Ce lézard, lui, il fait des choses incroyables avec sa langue. Alors il va pas essayer de toucher son nez, mais il va essayer de toucher ses yeux. Et il va très bien y arriver puisqu'il va nettoyer ses yeux grâce à sa langue. Mais la majorité des geckos en fait ont une lunette sur l'œil, une écaille, qui va leur permettre de protéger l'œil. Donc pour pouvoir nettoyer cette lunette, ils vont utiliser cette langue. Il est conseillé d'élever les geckos léopards plutôt en groupe ou plutôt seul? Alors en groupe, c'est des animaux qui vivent très très bien, mais simplement il faut qu'il y ait un mâle et 2 femelles. Les mâles sont territoriaux, donc vont pouvoir se battre entre eux, et la reproduction est en général meilleure quand il y a plusieurs femelles. Et si on allait voir maintenant le dernier gecko? Alors, on va voir son cousin qui vient de Nouvelle-Calédonie. C'est le gecko à crête, c'est bien Exactement. ça? Allez, on y va. Nous sommes maintenant avec le gecko à crête. Alors pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Alors gecko à crête tout simplement parce que si on regarde au-dessus de l'œil et sur le dos, on va s'apercevoir qu'il y a une petite crête d'écaille, ce qui lui a donné son nom.
Comme les geckos, il y a des petits filaments en forme de poils, c'est bien ça? Alors il a exactement les mêmes pattes que le gecko toqué qu'on a vu tout à l'heure. Il a une autre petite particularité, c'est qu'il a une queue préhensile, c'est-à-dire qu'une queue qui va lui servir de 5e patte et qui va lui permettre de s'accrocher un petit peu partout sur les branches. Les serpents mues, est-ce que c'est pareil chez les lézards? Alors les lézards font partie du même ordre que les serpents, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les squamates, c'est-à-dire ceux qui perdent leur peau régulièrement. Et la mue se fait de la même manière? Pas tout à fait de la même manière puisque les serpents n'ont pas de pattes, donc la mue peut se faire de la tête jusqu'au bout de la queue en un seul morceau. Chez les lézards, en fait, on va avoir des mues en petits morceaux. Et à quelle période elle commence, la mue? Toute l'année. À chaque fois que le serpent ou que le lézard va grandir, on aura une mue. Alors Guillaume, ces geckos sont vraiment fascinants, ils gagnent à être connus. Maintenant, il faut que je retrouve Sandrine. Sandrine, tout à l'heure, j'étais avec les geckos toqués. Figure-toi qu'ils vivent au même endroit que les pitons réticulés. Est-ce que tu peux savoir s'ils se sont déjà rencontrés dans la nature? Élodie, je demande tout de suite à Thierry, puisque je suis avec lui dans le terrarium des pitons réticulés. Alors, est-ce qu'ils se sont déjà croisés dans la nature avec les geckos toqués? A priori non, parce qu'ils n'ont pas les mêmes lieux d'habitation, ils n'ont pas obligatoirement les mêmes territoires de vie, donc il y a peu de chances qu'ils se soient rencontrés. Alors Thierry, on est donc avec les pitons réticulés, mais pourquoi ils s'appellent comme ça? C'est lié au dessin de leur corps. Donc c'est le plus grand serpent du monde. Tout à fait, un peu plus de 10 mètres pour lui, alors que celui qui est très connu, c'est l'anaconda, on pense que c'est lui, mais finalement, c'est le python réticulé. Puisque le python réticulé est un peu plus de 10 mètres, alors que l'anaconda un peu moins de 10 mètres. L'anaconda, lui, peut atteindre 200-250 kilos à peu près, au maximum. C'est vraiment des animaux énormes. Les serpents sont issus des lézards, donc il leur reste des petites pattes au python. Alors c'est des vestiges, oui, puisque on peut pas avoir... C'est vraiment tout petit. C'est tout petit, c'est 2 petites griffes. Et ça leur sert, est-ce que c'est pour stimuler aussi la femelle lors de la reproduction? Oui, ça a un rôle dans l'accouplement. Après, le rôle est aussi peut-être un rôle de maintien, de stimulation, tout à fait. Et puis alors, les pythons, les serpents, ils ont 2 pénis. Alors c'est un hémipénis, tout à fait. Alors c'est un hémipénis, c'est alors tout simplement en fonction de la position du serpent mâle par rapport au serpent femelle, il va utiliser l'un ou l'autre, en fonction de s'il est à droite ou s'il est à gauche du serpent. Alors Thierry, là on peut se rendre compte qu'il y a un python qui est dans l'eau. Il est complètement sous l'eau. Il reste combien de temps en apnée? Ça va dépendre de la température de l'eau. Et puis aussi, s'il vient de digérer, ça sera beaucoup plus court. Mais il peut rester plusieurs minutes sous l'eau. Il est meilleur que nous. Pour ça, il n'y a aucun problème. Oui. Alors maintenant, on va voir les pitons moulures. Donc ceux-là, on va pouvoir les prendre, les porter. Oui, je pense. Oui? Oui. Bon, on va voir alors. Thierry, là on se trouve avec les pitons moulures. Les pitons moulures, ils vivent en Asie du Sud-Est. Donc c'est un python assez vorace, non? Ouais, c'est des animaux qui peuvent manger des proies de taille importante. C'est des animaux qui peuvent atteindre des tailles aussi importantes. Donc 6,50 m à peu près pour 100 à 120 kg pour les femelles. Il y a différentes parties, bien sûr, chez les serpents. Alors, il a des vertèbres. Ah, tout à fait. Parce que nous, on en a 33, mais lui, il en a beaucoup plus. 3 à 400 en fonction des espèces. Voilà, il a un nombre de vertèbres très important. Et là, si vous touchez, sur le dessus, on sent tout à fait le dessus des vertèbres. C'est vrai que c'est dur. On a l'impression qu'en fait, c'est tout mou, un serpent, quand on le regarde. Et finalement, c'est plutôt. Et on sent très bien ses côtes. En plus, là, il a à peu près 200 à 300 paires de côtes aussi. Et donc, les écailles de dessous, là, sont intéressantes, parce qu'on a vu tout le reste. Et les écailles, quand on va dans le sens du déplacement, il n'y a pas de problème. Et après, dans l'autre sens, ça allonge tout à fait. Et vous pouvez passer les mains dessous. Ça lui fait rien. C'est un peu comme quand nous, on se passe les mains dans les cheveux. C'est la kératine. Donc, il n'y a aucun problème pour lui. Ça lui sert à quoi? Alors, à grimper aux arbres et à s'accrocher sur les aspérités. Sans ça, il reculerait autant qu'il avance. Et même si vous regardez sur le côté, il y a aussi un certain nombre d'écailles qui se lèvent, alors que celles du dos, elles, sont jointives. Et le fait qu'elles se lèvent, ça va permettre à l'animal, lorsqu'il va être dans un terrier, de pouvoir accrocher sur les côtés aussi. Alors, il y a autre chose chez les serpents. Ce qui est incroyable quand même, je ne sais pas si on va le voir sur celui-ci, s'il veut bien, c'est la langue. Tout à fait. Donc, alors la langue, voilà. Hop. Alors, pourquoi il sort sa langue? Tout simplement pour sentir son environnement. Et on le voit très bien, là. Donc, la langue, même si je mets la main devant, ça fait strictement rien. Beaucoup de nos visiteurs pensent que ça sert à piquer, alors que la langue sert uniquement à sentir. Mais il est coupé, là? Alors, on dit bifide, exactement. Tout à fait. Coupé, oui. C'est pas nous qui coupons toutes les langues. Elle est bifide. Et donc, le fait qu'elle soit bifide, ça va permettre au serpent de capter des odeurs. Et en fonction de la partie de la langue, de la partie droite ou la partie gauche qui aura capté cette odeur, ça va permettre à l'animal de se diriger. Il est capable de manger des proies qui font 2 fois la taille de son abdomen et 5 à 6 fois la taille de sa tête. Mais souvent, lorsqu'ils attrapent la proie, ils mangent la tête en premier. Ah, tout le temps la tête. Pourquoi? Alors, parce que s'ils prenaient par l'arrière, les pattes se déploieraient et généreraient l'ingestion. Et si c'est un oiseau, les plumes se planteraient dans l'œsophage. On va le voir maintenant se nourrir.
Tout à fait. C'est assez incroyable, non? Ah bah là, il y a 2 animaux. Il y a celui avant et celui pendant le nourrissage. C'est pas du tout les mêmes? C'est des pas animaux. du tout le même comportement? Ah, ça n'a rien à voir. Parce que là, il est plutôt assez cool. Voilà, oui. Et quand il voit ses proies, là, ça devient un autre serpent. Tout à fait. Il y a une double personnalité qui va apparaître. Bon, on va voir ça tout de suite alors. Très bien. Ah, il veut pas la lâcher. Il en veut pas. T'es comme ça se met Si, c'est des croix congelées, ça. Vous avez congelé. Ça, c'est au congélateur. Il est incroyable, Sandrine, ce serpent. Et oui, Elodie, c'est la même espèce, c'est un python moulu aussi, sauf qu'il n'a pas la même couleur. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il a eu un accident génétique. Ah, c'est un albinos alors. Voilà, exactement. Je crois qu'ils étaient tout blancs et pas jaunes. D'accord. Bon, moi, faut que je te laisse, j'ai rendez-vous avec Guillaume pour aller voir les lézards. Et moi, figure-toi, je continue avec les serpents, mais cette fois-ci, c'est avec les boas. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, Guillaume, on est maintenant en Thaïlande, hein. Alors on n'est pas tout à fait en Thaïlande, mais dans un milieu qui est approchant de la Thaïlande. C'est vrai qu'on est dans une reconstitution de forêt chaude et humide, une forêt tropicale sud-asiatique. Et dans cette forêt, on va trouver l'animal qu'on a à côté de nous, le dragon d'eau. Sa particularité, c'est que c'est un grand grimpeur. Alors il adore grimper, il adore aussi le soleil, et c'est un animal qui est diurne, qui va sortir le jour, qui va se poster sur des branches, en général au-dessus de l'eau. Donc son nom de dragon d'eau vient justement du fait qu'il vit au-dessus de l'eau et surtout il va plonger dans l'eau en cas de danger. Donc là, ici, dans ce terrarium, on en a 5 avec nous. Il y en a un grand, donc on peut penser que c'est le mâle. C'est le mâle, celui-ci, c'est le plus gros. Et les petits, on dirait que c'est des bébés, mais pas du tout en fait. Alors c'est pas des bébés, les bébés ils sont vraiment minuscules, hein. Ils font simplement quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres à la naissance. Ils sont exactement comme les adultes, avec des rayures un petit peu plus marquées sur le dos qui disparaissent ensuite par la suite. Et si on regarde le mâle d'un petit peu plus près, on va s'apercevoir qu'il a quelques taches un peu plus foncées, notamment des taches oranges au niveau des pattes, alors que les femelles, elles, restent plutôt grises ou vertes. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qu'on pouvait savoir sur le dragon d'eau, on va pouvoir aller voir un lézard un petit peu plus gros, le téju noir et blanc. Eh ben ça tombe bien, je suis en noir et blanc, je vais peut-être bien m'entendre avec lui. Exactement. Allons-y alors, C'est par où parti. il passe? Pas maintenant. Nous sommes dans le terrarium des téjus noirs et blancs. Quelles sont les particularités de ces lézards? Alors déjà par rapport aux lézards qu'on a vus juste avant, c'est des lézards qui ont une taille assez importante. Vous imaginez que c'est des animaux qui peuvent faire entre 1 mètre et 1 mètre 40. C'est un très gros lézard. Après, c'est un animal qui va vivre dans des zones assez dégagées. Contrairement à d'autres lézards qui peuvent se cacher, il vit dans des steppes, dans ce qu'on appelle la pampa en Argentine. Donc c'est un animal qui aime bien ces zones dégagées, qui va avoir un régime alimentaire omnivore, donc qui mange beaucoup de petits animaux, beaucoup d'insectes, mais aussi énormément de végétaux, des fruits. Est-ce que les téjus noirs et blancs sont ovipares? Alors les téjus noirs et blancs sont ovipares, la femelle va pondre des œufs. Et par contre cet animal a une petite particularité, c'est que ses œufs, il ne va pas les enterrer dans le sol comme la plupart des lézards. C'est un lézard qui va faire un nid. Comment ça, il va faire un nid? Alors c'est un animal en fait qui va utiliser une herbe qu'on trouve chez nous, qui est acclimatée chez nous, qu'on appelle l'herbe de la pampa, qu'on peut trouver facilement dans les jardins. Il va prélever les feuilles mortes de cette herbe, les enrouler sur elle-même, et la femelle va venir pondre au milieu de ces herbes. Et une fois que ces herbes sont en décomposition, elles vont dégager de la chaleur. Donc les œufs vont incuber grâce à cette chaleur. Et c'est le seul lézard qui fait des nids? C'est l'un des seuls à faire des nids. Les autres, en général, vont creuser le sol pour pouvoir pondre à l'intérieur du sol. Sandrine, je viens de quitter Guillaume, c'est l'heure du nourrissage des téjus noirs et blancs. Il faut que tu viennes voir ça, car c'est très très impressionnant l'heure du nourrissage pour eux. Ah oui, Elodie, je pense que c'est très intéressant, mais pour l'instant, je suis occupée avec mes boas et Thierry. Je te retrouve juste après.
Alors là, Thierry, avec nous, on a l'anaconda. Moi, je vous avoue, je suis pas très rassurée parce qu'on entend tellement de choses sur les anacondas. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on raconte sur lui? Non, bien sûr que non, puisque c'est un serpent qui... Alors celui-ci, en plus, c'est l'anaconda jaune qui peut atteindre au maximum 3 à 4 mètres grand maximum. Et l'autre, celui qui est très connu, c'est l'anaconda vert qui, lui, atteint 9 mètres. Donc effectivement, c'est des grands animaux, mais comme on peut le voir dans certains films, ils sont encore pas capables de manger des voitures. Et c'est sans intérêt de manger une voiture, c'est pas très nourrissant. Enfin, un anaconda, il peut quand même manger un homme. Oui, il peut. Mais bon, surtout le vert. Tout à fait, mais c'est pas son repas quotidien. Alors celui-là, donc on le prend avec un pic parce qu'on peut pas franchement le manipuler. Alors c'est pas qu'on peut pas le manipuler, c'est que c'est un animal qui est pas habitué et surtout étant des animaux assez timides, ils ont tendance à avoir des réactions un peu rapides. Donc il vaut mieux prendre ses précautions, d'autant plus que là on le voit, il a une position qui est une position de défense où il est prêt à attaquer. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux être vigilant et garder ses distances. Ça sert à rien de vouloir prendre des risques pour rien parce que pour lui c'est pas obligatoirement très agréable d'être manipulé et le risque de tout ça c'est aussi qu'après lui pour se défendre il attaque. Il va faire quoi exactement? Alors lui c'est un constricteur donc il va attraper sa proie, il va s'entourer autour de sa proie le temps qu'elle meurt et ensuite il la mangera. Il n'est pas venimeux, c'est-à-dire qu'il n'a pas de venin pour tuer sa proie. Ils se nourrissent parfois de poissons mais aussi ils chassent des caïmans. Oui, ils peuvent manger des caïmans, alors pas obligatoirement cette espèce-là, mais ils peuvent s'attaquer après, ça devient des prédateurs ultimes, c'est-à-dire que c'est eux qui seront tout en haut de la chaîne alimentaire. Bon très bien Thierry, merci pour toutes ces informations sur les boas. Je vous laisse car moi maintenant j'ai rendez-vous avec le nourrissage des téjus noirs et blancs. Dépêche-toi, dépêche-toi, c'est l'heure. Non, justement, ça va se faire tout. C'est génial. Non. Oh là là! Impressionnant, Elodie. Oui, effectivement, ils sont vraiment voraces, ces téjus noirs et blancs. Ça s'est bien passé avec les boas? Très bien passé, oui. Mais est-ce que tu peux me dire la différence entre le boa et le python? Alors c'est tout simple, Elodie. Le boa est ovovivipare, c'est-à-dire qu'il met directement ses bébés au monde. Ah. Voilà, et le python est ovipare, lui il pond ses œufs et il les couve. Voilà. Incroyable. Merci pour cette explication. Il faut que je te laisse parce que moi, il faut que j'aille voir d'autres lézards. D'accord, moi je continue à regarder un petit peu les téjus noirs et blancs. T'as raison, il est très sympa. Enfin, de derrière. Ok. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Élodie? Oui, Guillaume. Alors maintenant que tu es passionnée par les lézards, regarde, je t'ai amené une petite surprise, un 5 à langue bleue. Ah, formidable. Alors expliquez-nous tout sur son mode de vie. Alors cette langue bleue, ça va lui permettre de faire peur à ses prédateurs. Il va ouvrir grand la gueule, tirer la langue, et cette couleur bleu vif va permettre d'effrayer ses prédateurs. Alors pourquoi ce lézard, il a des toutes petites pattes? Alors c'est un lézard qu'on va dire fouisseur, c'est-à-dire qu'il va s'enfoncer en général dans le sable, il va vivre dans les terriers. Et ses pattes sont tout simplement réduites parce qu'il s'en sert très très peu. Il va plutôt ramper dans le sable. Et chez les lézards, quel est le sens le plus développé? Donc certains lézards, on a vu les geckos tout à l'heure, peuvent avoir un sens de l'ouïe très développé, mais ils ont aussi, comme les serpents, la langue qui va leur permettre de capter toutes les odeurs qu'ils ont autour d'eux, de les emmener jusqu'à un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson, qui se trouve dans le palais, et qui leur permet d'analyser ces odeurs. Les yeux dans tout ça? Alors les yeux, la vision peut être assez bonne, ils voient assez bien les mouvements, et grâce à ça, ils vont pouvoir attraper les insectes, par exemple, ou les petits mammifères. Celui que vous avez, donc le 5 à langue bleue, c'est plutôt une femelle ou un mâle? Comment on peut voir la différence? Alors celle-ci, c'est une femelle, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus petite que le mâle. Le mâle qu'on a ici fait quasiment 50 cm de long, celle-ci est un petit peu plus petite. Elle a une petite particularité, cette femelle, c'est que c'est un animal qui va pas pondre des œufs, mais qui va être vivipare, c'est-à-dire qu'il va faire des petits directement. Combien de petits en général? On peut avoir à peu près une dizaine de petits après environ 6 mois d'incubation. Guillaume, nous sommes avec le dragon barbu. Alors, ce n'est pas un dragon, c'est un lézard. On l'appelle barbu, pourquoi? Si on regarde sous la tête, on va trouver des petites écailles très très pointues. Oula, et ces petites écailles, en fait, vont faire penser à une barbe. Donc, c'est d'où vient son nom. Alors, principalement, en fait, sa barbe va permettre d'impressionner les adversaires au moment de la reproduction. Donc, c'est des animaux très territoriaux. Ils vont montrer leur barbe, ils vont gonfler cette barbe et ils vont secouer la tête pour pouvoir impressionner leurs autres congénères. Et alors, on le retrouve où, ce dragon barbu?
Alors, comme le 5 qu'on a vu tout à l'heure, il vient d'Australie et il vit encore une fois dans les zones désertiques. Donc celui-ci c'est un mâle, celui que j'ai dans les mains c'est aussi un mâle. Comment vous le voyez? Alors par rapport à la taille, si on regarde la base de la queue va être un petit peu plus large en fait chez les mâles. Et si on regarde à l'intérieur, on va trouver des hémipénis. Donc demain, si on souhaite acquérir un lézard, vous nous conseillez d'avoir plutôt celui-ci? Alors celui-ci est un des lézards qu'on peut avoir très facilement chez soi, avec le gecko léopard qu'on a vu tout à l'heure. Il vit combien de temps ce dragon barbu? Il vit une bonne dizaine d'années, voire quelques années de plus en captivité. Et lui, il est plutôt nocturne ou diurne? Celui-ci est plutôt diurne, on va dire même qu'il est héliophile, c'est-à-dire qu'il va chercher le soleil et il va s'exposer en plein soleil, quasiment plutôt la matinée et les périodes les plus chaudes de la journée, après il va plutôt se cacher. Eh bien merci beaucoup, je vais retrouver maintenant Sandrine qui m'attend. Très bien. Et bien voilà, l'émission s'achève. Les serpents n'ont plus de mystère pour nous. Et les lézards non plus, Sandrine. Alors on se retrouve très prochainement, Elodie. Avec d'autres animaux sur les animaux de la 8. À bientôt. Au revoir. Maintenant avec le gecko toqué. Alors lui, le gecko à crêpe, pardon. Wow. Donc là, on est dans leur terrarium, on peut s'apercevoir qu'il y a un bassin. Ne bouge pas s'il te plaît, sois gentil.